Foli Anita Nuni Hamuke Kuye Shomo Amun Began la Janga Jabranu Alisan Fenui LTV Amba for Belade Ante Anibraji aka LTV no aka Telemendi Ali Kanuna Anga Bibabu Amale Damne Anga Bibabu Damne Suni Ana Folike Kanyishi Anga Mowulu Kene Anga Consulta Maison Dongo Duna Mogobala Ali Jabilke Almami Samuri Turi Nyama Basiti Toroste Awa Bismillah. Allez, Fedro, Amadou Meiga, notre consultant qui répond tout le temps à notre appel. Amadou Meiga, comment vous allez? Oui, madame, à merveille. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Anga Bibabou, Amale Damne, Kaira Kafo, Anga référendum, Nale, Bella Jeninu, Anga élection, Barunga Damne, les colons direct, les temps, Alain Conanton, Amay Kafo, Yelaman, Kon Bludala, Al Nasro Wakati, ma foi, Krenkrena, et là, Kafo, comme un petit léger retard au Gonme du Bara ou le Kona. Ali Mami Samoritori, tu en penses quoi avec ces légers retards des élections? Oui, j'anticipe sur ta question. On a déjà parlé de ça, compte tenu de beaucoup de choses aujourd'hui dont le gouvernement a besoin pour organiser ces élections, qui ne sont pas réellement disponibles. Nous avons parlé de la mise en place des régions, des cercles et aussi des arrondissements qui eux doivent vraiment travailler pour que ces élections puissent se passer dans les meilleures conditions. Le gouvernement même a évoqué un certain nombre de choses qui font en sorte qu'on ne peut pas tenir les élections à la date prévue. Bon, un léger retard, quand on parle de léger retard, on peut parler en semaine et en mois, pas en année comme les gens y pensent. En tout cas, à mon avis, quand on parle de léger retard, cela veut dire que c'est quelques semaines ou quelques mois. Mais pas au-delà de ça. Au-delà de quelques mois, ce n'est plus un léger retard. Donc nous comptons à ce que ça soit vraiment un léger retard en semaine ou en mois. D'accord. Amadou Meiga, je disais, ces changements, est-ce que cela ne va pas créer des problèmes entre le Mali et la CEDEAO? Oui, je disais avant de répondre, pour joindre l'utile à l'agréable, parce que notre confrère a dit une semaine, 2 semaines, et si c'est pas ça, si c'est plus que ça, c'est vraiment un retard. Mais le piège, c'est qu'on a dit un léger retard. Maintenant, ce léger-là, il faut le voir en semaine, comme il l'a dit, en mois, et quand ça dépasse en mois, bon, on peut aller en semestre, en trimestre, en semestre, on peut aller en année. Est-ce que si c'est une année maintenant, là, ce n'est plus un léger retard? Et si c'est 2 ans? Et si c'est 3 ans? On ne sait jamais. Point d'interrogation. Imagine-toi, le démembrement de Ege. Bamako, c'est un district. Et aujourd'hui, on a 19 régions. 19 régions. On a 156 cercles. Là, on a 466 arrondissements. On a 819 communes. Et on a, bon, les villages, je suppose, qui vont voter dans les communes. On a 12 712 villages. Ici, les démembrements de Ege doivent être installés dans tout ça là. Et qu'il y ait les régions, les gouverneurs des régions, tout ce qui doit être nécessaire et indispensable aux élections. Tu crois que ça va être pour demain? Ça ne va pas être pour demain. Hein. Ça ne va pas être, mon cher confrère, ça ne va pas être une semaine, 1 mois, 2 mois. Ça, c'est pas du tout facile. Maintenant, revenons à la CEDEAO. Il faut d'abord lever une équivoque que beaucoup de nos auditeurs souvent font des histoires. Le Mali est partie intégrante de la CEDEAO. D'ailleurs, le Mali est le pays fondateur de la CEDEAO. Les 15 pays de la CEDEAO, le Mali fait partie. Et la CEDEAO, c'est francophone, anglophone et lusophone. Francophone, c'est les pays qui parlent français. Anglophone, c'est les pays qui parlent anglais. Lusophone, c'est les pays qui parlent portugais. C'est clair? Alors, je sais qu'il y a des conventions de traités ratifiées par le Mali. Ça, c'est clair. Mais maintenant, dans le truc de bonne gouvernance de l'Union africaine, il y a des conditions par rapport aux élections qui doivent être respectées. Alors, si on revient à notre pays, ce chronogramme a été donné à la CEDEAO. Goodluck Jonathan a quitté ici il n'y a pas très longtemps, qui est l'interface entre la CEDEAO et notre pays. Maintenant, est-ce qu'il va avoir des problèmes? Ça dépend de la manière
dont nos autorités vont essayer de jongler, de discuter avec la CEDEAO. Sinon, nous, on a été déjà victimes d'embargo. Ça, c'est parce que nos trucs n'ont pas été respectés. Mais cette fois-ci-là, c'est tout le Mali qui est avec les autorités. Avant, il y avait des trucs. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est avec nos autorités. Hein. Parce qu'il faut dire la vérité. On ne peut pas laisser la CEDEAO faire quoi que ce soit dans la situation qui prévaut actuellement au Mali. La CEDEAO peut tenter, mais le peuple malien même ne va pas accepter. Ça, c'est pas possible. Parce qu'on a vu quand on avait des problèmes, est-ce que la CEDEAO a levé le doigt? Non. Donc il ne peut pas avoir de problème, sauf si c'est nos autorités qui veulent. D'accord. C'est-à-dire que nos autorités ont tous les moyens de négocier parce qu'elles sont soutenues par le peuple. Quand on est soutenu par son peuple, on ne craint rien. Et la CEDEAO a compris que le Mali, les autorités maliennes sont soutenues par le peuple malien. Donc nous, on n'est plus prêts. Il faut que la CEDEAO comprenne ça. Nous sommes tous des citoyens de l'espace CEDEAO. Nous payons nos cotisations. Nous faisons tout ce que les autres citoyens de cet espace-là font. Donc nous avons aussi droit à l'assistance de la CEDEAO. S'il y a un léger retard, comme Touré l'a dit, je sais qu'il va revenir là-dessus, la CEDEAO doit comprendre, agencer et aider les autorités maliennes pour qu'on sorte de cette situation. D'accord. Almami Samori Touré, Maïga Tafoli nous fait. Est-ce que ni embarco wéré klala kana wuli malike wa fa antemen embarco na est-ce que mal dombe sakoro erakla surtout no wakati na gela kon be malla mal dombe la jele be ko wakila fukula wa ni communiquer la main communiquer ya erare ko ils n'ont pas dit l'opinion adressée à l'opinion nationale et internationale, ils disent l'opinion nationale. Donc c'est là où c'est là. C'est-à-dire que mes décisions maintenant, ça concerne le peuple malien. Et la CEDEAO n'aura qu'à suivre ça. La CEDEAO ne peut plus imposer quoi que ce soit à notre pays. Et si la CEDEAO refuse? Mais ils ne peuvent pas, de toute façon, s'ils refusent, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne changera à rien la décision du gouvernement de transition au Mali. Ça ne changera à rien compte tenu du fait que qu'est-ce que la CEDEAO apporte à notre pays qui fait quelindron. À la fois encore, donc à fois, non, si c'est pas parce que ce que nous sommes en train de faire peut faire tasse d'huile dans les pays voisins et ça fera en sorte que certains présidents qui sont membres de la CEDEAO se voient menacés et prennent des dispositions contre notre pays de manière à ne pas encourager ce jeu, la même chose. C'est tout, il n'y a pas autre chose. C'est ça. En fait, aujourd'hui, la CEDEAO, le Mali reconnaît la CEDEAO comme une organisation communautaire commune à nous. Ça, c'est clair. C'est pas que le Mali ne connaît pas. Le Mali a signé, a ratifié. Le Mali est même leader, champion. Même des structures de l'organisation, des organisations de la société civile dans l'espace de la CEDEAO sont pionnières dans tous les domaines. Mais cela ne quitte pas le fait que la situation actuelle que le Mali traverse doit faire en sorte que la CEDEAO soit encore plus solidaire. Alors, elle peut dire, oui, le Mali n'a pas respecté son chronogramme. Mais un chronogramme, c'est un chronogramme, c'est tout. C'est les hommes qui ont fait le chronogramme. Après, on peut rectifier et faire mieux d'ailleurs que ce qui est prévu par le chronogramme. Donc, si elle refuse, on va toujours aller, c'est notre structure, comme tu l'as dit. C'est pas la guerre, mais c'est les convaincre. C'est les prouver par A plus B qu'en réalité, le temps imparti ne permet pas de faire exactement les élections, de respecter ce chronogramme compte tenu de plusieurs choses. Mais moi, j'aimerais savoir si la CEDEAO décide de mettre le Mali dans un autre embargo, est-ce que les Maliens peuvent s'en sortir? Mais non, écoutez, l'embargo, la dernière fois, embargo est égal à embargo. Hein. Le premier embargo, là, c'était difficile. Mais la résilience du peuple malien a étonné. Parce que pour te parler franchement et parler à tout ce monde, on pensait que le Mali ne fait les autorités maliennes ne tiendront pas 3 semaines cet embargo. Mais la culture malienne, le peuple malien a une culture de résistance. Vous savez, il ne faut pas égratigner le Malien. Si tu égratignes le Malien, tu trouveras que le fondement du Mali dans la considération de ses valeurs ne le fait reculer par quoi que ce soit, quelle que soit la gravité du problème qui se pose. Sinon, oui, les Maliens ont souffert. Même aujourd'hui, c'est dur. Même aujourd'hui. Ce que je voudrais dire,
La CEDEAO a utilisé, la dernière fois, quand ils ont eu à faire l'embargo contre notre pays, il a utilisé tous les moyens, même ce qui n'est pas, ce qui se trouve pas dans leur pouvoir au sein des textes de la CEDEAO. Ils ont retrouvé, c'est pour cela qu'ils en disent illégal et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils ont pris des décisions, on a compris que réellement, ils ne veulent rien savoir, il faut bloquer le Mali. Par conséquent, quand ils regardent réellement l'objectivité même, pourquoi la CEDEAO fait ça, ils s'appuient sur quoi pour pouvoir prendre certaines décisions. Le résultat de leurs décisions, ça a été quoi? C'est les différents pays ont été bloqués, puisque entre le Mali et le Sénégal, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il y a des échanges. Le flux s'est arrêté d'échanges. Il y a des échanges. Je ne tiens même pas tenu compte des ports. Je tiens compte des industries au Sénégal et en Côte d'Ivoire qui travaillent à un pourcentage très élevé. Les produits sont vendus au Mali. Ceux-ci se sont retrouvés au chômage. Tu crois qu'ils vont encore décider de faire d'embargo contre le Mali, sachant que c'est eux qui vont en pâtir plus que le Mali? Moi, je pense que le fait d'embargo, ça, c'est le passé. La CEDEAO ne va plus jamais utiliser d'embargo contre le Mali. Peut-être qu'ils vont tenter de trouver des solutions afin que nous puissions ensemble parler de la même voix pour qu'à l'extérieur, les gens puissent nous respecter. Sans cela, ce que la CEDEAO a eu à faire, beaucoup de pays, c'est-à-dire que les peuples même au sein de ces pays-là se sont révoltés, se sont dit que c'est des actes inhumains. Tu ne peux pas dire que mon pays et ce pays, c'est la même chose, et prendre des sanctions criminelles contre ce pays-là. Là, ce n'est pas possible. D'accord. Nous allons revenir sur ce sujet dans les jours à venir, mais maintenant, nous allons parler du Niger, à savoir que l'état-major général des armées du Niger a rendu une visite au Mali quelques jours après. C'est le ministre français qui est parti rendre visite aux Nigériens aussi. Amadou Maïga, avant de partir voir Almami Samoudou Touré, vous en pensez quoi du voyage, de la visite du ministre français au Niger? Bon, ça ne peut être qu'une visite placée entre la coopération entre les deux pays. C'est des pays souverains, comme on le dit ici chez nous. Le Mali est souverain, le Niger est souverain, la France est souveraine. De mon point de vue, c'est une visite dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. Exactement comme le chef d'état-major des armées nigériennes aussi a passé au Mali ici. Donc, pour moi, c'est la même chose. C'est toujours dans le cadre de consolider les liens entre la coopération militaire entre les deux pays. Et pour moi, c'est la même chose. D'accord. Alors, M. Samuel Touré, Amaïka fo no ye fini tugu ka nyamo Niger konna la ale kunna la Mali konna la ale tagalen ko fo ga dugla no Nigeria Amaïka fo France fana ta tagamana ka taga Niger fana ka taga baro fana ke ulu fana fe era akille o unana fi o bore andro Amaïka fo France fana to rufi akuni jume absika muninye ni jamana bela jeli. Bon. C'est parce que d'abord, Amadou est même fort. Bon, Amadou, mais mais la réalité est tout autre. C'est que le ministre, enfin, le chef d'état-major. Attendez, je vais développer pour que tu saches pourquoi je le dis. Non, je dis. Non, on va donner. C'est Touré qui a la parole. Je disais que la réalité de cette affaire, quand on a vu que le chef d'état-major des armées du Niger s'est déplacé pour venir au Mali et saluer le peuple malien et les dirigeants maliens, des messages du président du Niger, ça a étonné tout le monde. Au vu de ce que Bazoum disait contre notre pays, son premier ministre et son ministre des Affaires étrangères disaient contre notre pays. Parce qu'ils avaient juré qu'au bout de 15 jours, après le départ de Barkhane de Gao, ça va être occupé. Mais Dieu merci, à la moulamé quoi. Alors, donc, en réalité, les résultats que notre armée est en train d'avoir dans la zone des 3 frontières et au centre du pays ont fait réfléchir les Nigériens. Puisque pendant que
nous, notre armée est en train d'avoir des victoires et ils sont attaqués chez eux avec la présence de l'armée française chez eux. Alors, le fait qu'ils quittent pour venir nous voir, je pense qu'il y a une raison qui est là. Mais le fait que le chef d'état-major français est parti là-bas, c'est uniquement pour vraiment sa chasse gardée ne l'échappe pas, parce qu'il se demande comment ça se fait que, au vu de tout ce qui s'est passé, au vu de ce que le Mali a fait à l'armée française, les chercher, et que leur partenaire fidèle aujourd'hui, c'est le Niger, et on voit leur chef d'état-major venir au Mali et tout, la France ne peut pas rester tranquille, il faut qu'ils viennent pour pouvoir vraiment s'assurer et mettre les choses sur les rails. C'est ça en réalité. Non, c'est quand même des militaires. La coopération militaire existe dans tous les pays. En réalité, la France, dans sa nouvelle composition, si on s'en tient à ce que le président Macron dit, ce que tu aurais dit, les Français ne vont pas combattre pour les Nigériens. Ils ont dit, cette fois-ci, eux, ils s'alignent derrière les nationaux. C'est ça qu'ils ont dit. Ça veut dire que s'ils sont en train d'attaquer au Niger là-bas, ben, il faut que les militaires nigériens sortent, après la France suit. C'est comme ça. Maintenant, son débat, je vois là où il veut venir. Moi, je pense que ça, c'est la coopération entre les militaires. Entre eux, ils se comprennent. Leur déontologie, leur façon de... Ça n'a rien à voir avec nous, les peuples. Nous, on n'a rien à voir. Il veut mettre en exergue la position de la France qui veut toujours continuer à faire le gendarme. Non, ça, la France a compris que c'est fini. La France a compris que ça, c'est fini. Hein? Si le chef d'état-major général des armées nigériennes vient, c'est normal, le Niger et le Mali partagent une frontière de plus de 800 km. 800 km. C'est maintenant qu'ils ont compris ça. Sans cela, au début, ils pensaient que notre armée allait vraiment perdre la partie et que en réalité, c'est eux qui ont raison. Mais la réalité, c'est-à-dire que sur le terrain, a tout changé. Sinon, tu ne le verras jamais venir dans notre pays, demander, essayer de coopérer et tout, par rapport à tout ce qu'ils ont eu à nous dire. Mais le Niger et le Mali, le problème dans ça, je pense que entre le Niger et le Mali, c'est réglé. La question est que, comment ça se fait que 2 jours après, et brusquement, on voit le chef d'état-major des armées françaises au Niger essayer de parler de coopération, de voir comment il faut faire et tout. Il veut contrer ce que le chef d'état-major des armées nigériennes veut dire au Mali. Tout ça, c'est du pipeau, parce qu'ils ne veulent pas perdre la partie au niveau du Niger, parce qu'ils ont été cherchés du Mali, du Burkina, l'endroit qui les reste, ça c'est le Niger, ils ne veulent pas. Et là, le simple fait que le chef d'état-major général des armées du Niger est venu dans notre pays, fait comprendre à tout le monde que la France a perdu la partie. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est une question de temps. Je suis sûr et certain que ces militaires qui sont venus au Mali et qui veulent travailler avec notre pays ne seront jamais bernés par la France qui les pousse. Et puis après, c'est des morts, c'est des machins et tout, et sans aucun résultat. Je pense qu'ils ont bien compris. Et la France aussi doit... Parce qu'ils ne vont jamais laisser, même s'il reste un bout de territoire sur lequel ils peuvent rester, ils vont rester. C'est à nous de les chercher de toute cette partie pour que nous puissions travailler. Mais ils ont été cherchés. Pas de les chasser, de s'entendre sur des coopérations, des règles de travail. Quelles règles de travail? Ils ne sont pas au Mali, on est en train de travailler. Ils ne sont pas au Burkina, ils sont en train de faire des victoires. Alors, oui, l'essentiel est qu'ils moi je pense qu'ils nous laissent tranquilles, c'est ça, entre ces Katanga, c'est fini. Nous allons continuer toujours avec notre débat d'aujourd'hui, et là nous allons parler de l'immigration qui pousse des Maliens, des pays sud-africains à sortir, subsahariens à sortir, à aller chercher ailleurs quelque chose qu'ils n'ont pas ici au Mali, ou quelque chose que le peuple malien n'arrive pas à exploiter. Je dirais comme ça. Almami Samouroutourou, tu en penses quoi de l'immigration des Maliens? Bon, moi ça m'intéresse beaucoup parce que je viens d'une région du Mali où la plupart des immigrés, à peu près 70 à 80% des Maliens qui sont en France sont d'origine de la région des Cailles. Donc nous connaissons ce que c'est que l'immigration. Et à chaque fois que tu vois dans une région qu'il y a l'immigration
est très forte là-bas, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Et je pense que ça se comprend, hein, parce que quand dans un pays, il n'y a pas de moyens de subsistance pour faire face aux besoins de sa famille et tout, on est obligé de partir ailleurs pour pouvoir travailler et faire vivre sa famille. Mais il est temps aujourd'hui à ce qu'on se demande que jusqu'à présent, pourquoi on continue à parler d'immigration. C'est tout simplement que nos autorités n'avaient pas pris à bras le corps le développement de notre pays. La plupart de ce que nous produisons quitte notre pays à l'état brut. Et il y a des usines qui sont créées à l'étranger. Là-bas, on recrute des gens pour ça, pour pouvoir transformer, donner de la valeur ajoutée et le faire revenir dans notre pays. Pourquoi nous ne faisons pas la même chose? Tout ce que nous produisons, qu'on ne les fait pas sortir à l'état brut, qu'on les fasse travailler, si c'est de l'or de raffiné, si c'est du pétrole de raffiné, si c'est du coton, et la mangue, les mangues et tout. Mais ça donne d'abord du travail à nos populations. Ça encourage nos populations aussi à s'investir dans la production, dans la récolte des recherches de certains produits que nous pouvons transformer et les rendre à des produits consommables directement chez nous d'abord et aussi l'exporter. Moi, je pense que on a de l'espoir par rapport au programme du gouvernement de transition, des dispositions qu'ils sont en train de prendre pour que notre pays puisse quand même profiter des ressources que nous avons, que ce soit sur le plan d'agriculture, que ce soit sur le plan minier. Dieu seul sait que nous les avons. Et s'ils arrivent à trouver les solutions de manière à ce que nous puissions avoir des machines-outils qui puissent transformer nos produits afin que nous puissions non seulement les exporter, mais aussi que la population malienne n'aura pas à dépenser, à faire sortir notre argent pour acheter les mêmes produits à l'étranger qu'en en a en Gasso. Donc je pense que réellement, solution Foloyo ODE, nous avons la chance d'être un pays et d'avoir un pays qui a des ressources qui peuvent être exploitées. Je répète tout le temps que tous les pays voisins qui ont du pétrole, ils ont tous une raffinerie, ils sont tous en train de l'exploiter du pétrole. C'est le Mali seul qui n'exploite pas son pétrole. Et pourtant on a du pétrole beaucoup. Et pourtant on en a. Et c'est le Mali seul, non seulement pour pouvoir raffiner, il faut l'exploiter. Et on ne l'exploite pas. Voilà l'une des raisons. Et ça, le fait de pouvoir exploiter notre pétrole et le raffiner, ça évite à ce que les trafics du port de Dakar, du port d'Abidjan, ça va diminuer énormément. Parce que nous aurons nos propres hydrocarbures pour faire fonctionner nos véhicules, pour faire fonctionner les avions. Ça, c'est déjà une économie. Et puis, ça va donner du travail à notre pays. Et ça, là, il va aussi avec le gaz. Le gaz que nous avons, c'est la même chose qu'il y a en Algérie. Et nous, quand tu vois les pays, enfin les régions qui sont frontalières avec l'Algérie, comme Tombouctou, Gao, les gaz ils viennent dans les bonbonnes partir de là-bas, alors que nous avons dans notre sous-sol. Pourquoi on ne l'exploite pas? Pour pouvoir non seulement l'utiliser, mais vendre à nos pays voisins. Mais il y a tout ça, ce sont des manques à gagner pour notre pays. C'est ça qu'il faut que on trouve la solution et ça ne coûte pas cher parce qu'il faut avoir des partenaires gagnants-gagnants. Ils nous amènent des matériels, des machines, des usines pour pouvoir faire ces exploitations, ces raffinages. Et ils gagnent et nous gagnons. Et à ce moment-là, ça va créer de l'emploi pour éviter à ce que nos enfants puissent aller à l'immigration. D'accord. Amadou Maïga, l'immigration. Oui, l'immigration, Touré, notre confrère, il a parlé de faire des investissements, créer de l'emploi pour maintenir la jeunesse, pour qu'elle ne parte pas en exode. Mais en réalité, chers consoeurs, moi je suis d'accord avec lui, mais j'ai dit au Mali, on ne travaille pas. Au Mali, Comment on travaille... Non, au Mali, on ne travaille pas. Nous avons au Mali l'espace
nous avons au Mali l'eau, nous avons au Mali tout ce qu'il faut. Et en dehors de tout ça, faisons le tour dans les rues de Bamako, un peu partout, à Gao, un peu partout. Mais vous allez voir les jeunes qui se promènent avec des téléphones qui coûtent 500 000 francs, 1 million. Mais attendez, ça c'est plus qu'un fonds de commerce. C'est plus qu'un fonds de commerce. Tu ne peux pas t'asseoir devant la porte. Tu prends du thé nuit et jour. Tu as un téléphone qui coûte 500 000 francs. 1 million. Tu as un téléphone qui coûte 1 million de francs. Tu es là, tu srottes le thé, tu es au chômage. Mais non, comme Touré l'a dit, mais il y en a qui ont commencé les affaires avec 100 000 francs, avec 150 000 francs. Aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. Donc, il faut voir même la politique, même en tenant compte de certaines valeurs qui sont en train de disparaître aujourd'hui. Parce que travailler là, c'est une valeur. Créer l'envie de travailler chez l'enfant, c'est une valeur. Mais au Mali aussi, au Mali ici, tout le monde pense bureau, fonctionnaire, DG, secrétaire à la porte, allô, audience. Mais ça ne marche pas. Il y en a qui ont commencé comme ça aujourd'hui, qui font travailler les fonctionnaires. Donc, en réalité, je suis d'accord avec lui. C'est pourquoi beaucoup de Maliens qui vont même à l'extérieur souffrent. Parce que, mais il y a du travail chez nous. Les étrangers qui sont chez nous aujourd'hui sont plus riches que nous. Ils font tout et ils ont de l'argent. Ce qu'on ne fait pas, c'est ce qu'il faut. Il faut faire le tour dans les communes, dans les quartiers, voir. Les étrangers qui sont chez nous aujourd'hui, qui sont du Ghana, du Togo, de la Côte d'Ivoire, d'un peu partout, même du Nigeria, le géant de l'Afrique occidentale, ils sont ici. Mais ils sont plus riches que nous ici. Parce que nous, on ne travaille pas. Parce qu'on a un complexe. Le fils d'un tel, mais tu as vu le dernier concours de la fonction publique. Tu as vu le jeune là qui faisait le truc il a admis aujourd'hui les fonctionnaires, n'est-ce pas? Mais avant ça, il a son diplôme, il travaille. Chez nous, on ne travaille pas. Je suis d'accord avec Touré, mais le fait même qu'on parte à l'exode, c'est parce qu'on ne travaille pas au Mali. Non, on fait la politique. Quand tu dis il y a un nouveau parti créé, le nouveau parti de Moussa Tembéné, là, mais il va recruter tout le monde demain. C'est ça. Et les gens sont... On ne travaille pas au Mali. Non, on ne travaille pas. Je suis d'accord avec Touré. Qu'on crée de l'emploi. Mais est-ce que les Maliens même travaillent? Non. Moi, je suis à l'aise d'acheter 500 000 francs, un téléphone, donner à mon enfant, à mon cousin. Mais alors, 500 000 francs, c'est un fonds de commerce. 200 000 francs, c'est un fonds de commerce. 150 000 francs, c'est un fonds de commerce. Donc, je suis d'accord. Il faut créer les activités, comme Touré le dit, mais les Maliens, il faut qu'on ramène nos enfants au travail. Les enfants ne travaillent pas. Chacun veut être dans le luxe, porter l'habit le plus cher. Ça, c'est grave. Alors que ta famille même est en location. Tu veux payer l'habit le plus cher. Avoir le téléphone le plus performant. Mais c'est quoi? Tout ça, c'est la télévision qui nous a amené ça. L'extérieur, c'est qu'on voit de l'extérieur. Alors que celui qui a son jardin là-bas à Baguinda, qui a l'office du Niger, il a ses voitures, il a ses villas, il est bien habillé, il a tout ce qu'il veut. Et il embauche même les fonctionnaires, les diplômés. Donc, je suis d'accord avec Touré. Il faut que les gens créent, l'autorité crée les usines pour créer de l'emploi, mais il faut que les familles aussi éduquent leurs enfants dans le sens du travail. C'est le travail qui anoblit l'homme. Quand tu ne travailles pas, tu vas à la mendicité. D'accord. Inch'Allah, nous allons revenir une fois de plus l'immigration dans les jours à venir. Car quand on parle de l'immigration, il y a toujours quelque chose à dire. On ne va jamais terminer de parler de l'immigration tellement qu'il y a des gens qui quittent le Mali, qui quittent d'autres pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal pour aller chercher quelque chose de meilleur ailleurs. Je ne me coupe pas ce qu'ils vont chercher ailleurs là, mais c'est se trouve ici. Parce que quand tu vois les conditions dans lesquelles ils vivent ailleurs, dans la neige, dans la glace, dans la misère, mendiants, insultés, humiliés, des princes du Mandé, du Songhai, de ce grand Mali-là. Alors que ça, c'est là, on peut le faire ici. D'accord, nous allons revenir sur l'immigration dans les jours à venir. D'ici là, nous allons parler de l'incivisme. Avant de terminer, les accidents, ça continue sur les routes, ça continue chaque jour des morts et des morts. Almami Samori Touré. Bon, l'incivisme, on a décidé de le mettre
dans le débat pour pouvoir sensibiliser. Moi, en tout cas, je suis dans l'esprit de sensibilisation et Amadou est dans l'esprit de sanctionner. Parce qu'on a trop sensibilisé. Voilà, bon, donc les deux peuvent vraiment aller ensemble. Adal, vous êtes pour sanctionner? Moi, je suis pour sensibiliser. Moi, je suis pour sensibiliser, pas pour sanctionner. Mais pourquoi vous n'êtes pas pour sanctionner? Parce que ça fait des années qu'on sensibilise. Oui, les deux peuvent aller ensemble. C'est-à-dire que quand on sensibilise, il y a des gens qui peuvent être des récidivistes. Hein. Non. Ils peuvent aujourd'hui, tu les prends, tu les verbalises, et après tu... Ah non, on ne verbalise pas. Hein. Eux aussi, ce qu'ils disent. Ouais. Non, eux aussi, ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils préfèrent aller payer au GMS désormais. Qui? Les gens qu'on arrête là. Pourquoi? Oui, parce que là-bas, ça rentre dans la caisse de l'État. Et quand on les fait... Non, ils disent qu'on ne leur donne pas de reçu. Ils payent seulement, ils ne s'en font pas de reçu. Ça aussi, c'est de l'incivisme. Ah bon. Ah oui. Si l'argent ne part pas au trésor, ça aussi, c'est une forme d'incivisme, non? Ouais. Mais regardez, ils occupent, c'est-à-dire que les Jakarta, les tricycles occupent la voie. Où est-ce que les voitures vont rouler? Et tous les jours, et on sensibilise tous les jours. Amadou, Est-ce que la sanction, ça va servir à quelque chose? Oui, Parce oui. que quand tu dis les motocyclistes sont tout le temps sur les grandes routes, ça a toujours été comme ça. Non. On sanctionne, on Mais arrête les gens. Mais on a construit les bretelles à compte de 2 milliards. Oui, je n'ai pas dit le contraire, mais les gens continuent de rouler. Mais ils ne roulent pas sur leur voie, non. Ce que je suis en train de dire, c'est très grave. Quand tu prends la tour de l'Afrique pour aller aux Joseph Si c'est pour moi, je rejoins un peu Almami Samourou Touré. Moi, je préfère qu'on sensibilise parce que quand mais on est en train de sensibiliser tous les jours. Mais quand ils sanctionnent, les gens payent et puis les gens continuent. Non, pas leur jamais. Quand il faut sanctionner, comment? Quand tu prends les motos, il ne faut même pas arrêter là-bas, à ramasser et amener tous au GMS. Ils vont aller payer. Non, ils vont aller payer. Comment ils vont payer? Ce n'est pas 1000 francs, 2000 francs. Il faut faire cher. Mais regarde, toi, tu es dans ta voiture. Tu tournes, tu veux aller. Mais ta voie sur laquelle tu roules, les motocyclistes l'occupent. Alors que leur bretelle est là-bas, les motos ne courent pas sur leur bretelle. Leur voie est là libre. Ta voie, on l'occupe. Amadou, en réalité, dans notre pays... Et tous les jours. Amadou, hein? Il y a beaucoup de motos dans notre pays. Ça se comprend parce que les gens utilisent les moyens de transport autonomes parce qu'on n'a pas mis à leur disposition, en tout cas, il n'y a pas de moyens de transport en commun comme des bus qui peuvent prendre beaucoup de gens. Donc, ils sont obligés de trouver des moyens de transport autonomes pour pouvoir se déplacer. Maintenant, avec tous ces motos-là qui sont là, je pense qu'on doit exiger des permis de conduire moto, comme ça existe dans d'autres pays. Dans beaucoup de pays. Non, il y a eu un début. Non, ces permis-là, oui. Pour avoir ton permis, il faut que tu aies les codes de la route qui sensibilisent. Oui. Tu dois savoir que ça, c'est 500 interdits. Oui. Ça, c'est les vitesses. Je ne dois pas dépasser ça. Oui. Les gens qui n'ont pas de permis, ils ne savent pas quelle est la limitation de vitesse pour la moto. Ils ne savent pas, ça c'est 150, ils ne savent pas. Donc, priorité à droite et tout. C'est ça la sensibilisation. Ça commence d'abord avec les permis. Tous ceux qui ont des motos là, si on dit qu'il faut avoir un permis de conduire, cela trouve qu'il sait déjà les codes de la route. Ils les connaissent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de permis. Donc, quand tu achètes ta moto, c'est fini. Vignette, assurance, c'est bon et puis on roule. Oui, et là, on respecte. Pour respecter le code, il faut le connaître. Non, même pas. Moi, je ne parle pas du code. On roule, d'accord. Mais au moins, la voie, elle est là. Il y a le passage, il y a les traits blancs. Oui, mais ça, c'est le code, ça. Si tu ne connais pas le trait blanc, tu peux pas le connaître. La moto roule là. La voie de la moto est tracée. Le goudron, il est clair. Oui, mais il faut le connaître. Non, mais ils vont leur voie. Non, ils voient leur voie. C'est le permis qui te permet de savoir ça, c'est ta route, ça, c'est pas ta route, ça, c'est de savoir ce qui est interdit. Mais le goudron est là, ça se voit. Tu ne peux pas laisser les gens avec une moto, allez-y, sans code de la route, sans rien. Mais ils vont leur voie, allez-y même, tu vois la voiture, tu vois le goudron, voici ta voie. Voici la voie. Quand on prend le pont FAD. Il y a les auto-écoles qui sont là. Non, je comprends ce que vous dites. Pour pouvoir apprendre les gens. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais avant d'aller à l'auto-école, mais les voies là, vous voyez les voies, vous les connaissez. Il faut d'abord aller à l'auto-école pour les La première des choses, c'est l'auto-école. Voilà. Non, on ne parle pas de l'auto-école. La voie même, on achète sur la voie là. On voit, c'est clair, c'est tracé. La moto voit où elle doit rouler.
les voitures là, 2 traits, on voit ça. Mais là, elle laisse là où elle va rouler, elle voit. Même si elle ne comprend pas, quelqu'un vous a dit motoboliroflet. Mais elles ne le font pas. Elles viennent occuper la voie des voitures, aux yeux, aux cieux des policiers, et tous les jours. Et si quelqu'un les klaxonne, il l'insulte. Ah, mais quelle situation? Attends, donné quoi? Non, ils connaissent. Ils voient leur voix. Il y a quelques disciplines. Donc tu es contre la sensibilisation? C'est ça. Non, la sensibilisation est tu es contre les auto-écoles parce que tu es contre le fait que moi, j'ai un permis. Pour pouvoir piloter une moto, il faut avoir un permis moto. Non, je n'ai pas dit ça. Avant d'avoir permis moto, il y a le bon sens. Si on prend la tour de l'Afrique, pour aller jusqu'à... Avant ce goudron-là, pour qui connaît le voie là, c'était impraticable. Mais c'est des milliards qu'on a investis. C'est le Premier ministre qui a inauguré l'échangeur là. Mais la voie est tracée, voici la voie des motos. Mais elles ne roulent pas sur ça. Elles occupent la voie principale des voitures. Et quand on klaxonne, ils insultent les gens. Par exemple, Amadou, je te donne un exemple. Le policier voit que là où il doit aller, il n'est pas parti là-bas. Il le siffle. Il dit, bon, pourquoi? Il dit, moi je ne connais pas, je ne sais pas, c'est pour cela. Une fois, ça peut arriver. Non, attends. Mais pas tous les jours. S'il avait le permis en poche, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas. Non. C'est ça? Non, les policiers même ne sifflent pas. Vous avez dit, je ne sais pas pourquoi les policiers ne sifflent pas. Les policiers sifflent. Non, les policiers arrêtent les gens. L'endroit d'où je te... Non, mais attends, je te parle d'une rue que je connais tous les jours. Je te parle de la tour de l'Afrique jusqu'à... Yirimadjo. Non, plus loin, jusqu'à Nyamana, à Tabakoro, le goudron là, les ronds-points là. Les policiers ne sifflent pas, ça c'est mon voix. Ils voient même, eux-mêmes ils s'arrêtent, ils les regardent. Les motos occupent la place des voitures et ils ne sifflent pas, et quand ils les klaxonnent, ils t'insultent. D'accord. Il faut ramasser toutes ces motos-là, les amener au GMS et payer 50 000 par moto. C'est ce qui me fait à notre débat d'aujourd'hui. Inch'Allah, nous vous donnons rendez-vous dans les jours à venir pour parler d'autres choses. Surtout, on va insister sur l'incivisme. Oui. J'arrive à dire le mot. Alors, Missamouri Touré est tout le temps avec sensibiliser. Quant à Maïga, ça suffit. Maïga, c'est on est arrivé à terme. Alors, merci beaucoup de répondre tout le temps à l'appel de la télé-liberté pour informer les gens. Maïga, un grand merci. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt.